Ma sœur est arrivée au tribunal comme si elle était en retard pour une cérémonie de remise de prix. Pas nerveuse, pas prudente, pas respectueuse, juste certaine d'elle. Elle est entrée vêtue d'un blazer crème, la coiffure parfaite, son téléphone dans une main comme si elle pouvait avoir besoin de prendre un appel de son gestionnaire de portefeuille en pleine audience. Son avocat la suivait 2 pas derrière, souriant à tout le monde de cette façon qu'ont les gens qui croient que la salle leur appartient déjà. Je m'en voulais de le remarquer, mais oui, elle avait l'air de réussir de ce genre de succès qui pousse les gens à supposer automatiquement que vous devez avoir raison. Elle ne m'a pas regardé au début. Elle a balayé la salle du regard comme si elle vérifiait l'éclairage. Puis elle m'a repéré et ce sourire est apparu. Pas chaleureux, pas celui d'une sœur, juste une petite lame polie. Je restais immobile, les mains jointes, le visage neutre, une vérité chaleureuse et accessible. Mon estomac faisait des bonds parce que, peu importe le nombre de fois où l'on se dit que l'on est prêt, il y a quelque chose de brutal à regarder sa famille essayer de vous effacer devant des inconnus. J'ai pensé qu'elle avait probablement inscrit le tribunal des successions à son calendrier entre le Pilate et le brunch. Le greffier a appelé l'affaire et nous nous sommes levés, succession de Richard Carter, requête concernant la distribution de l'héritage. Ma sœur s'est avancée la première. Bien sûr qu'elle l'a fait. Monsieur le juge, a-t-elle commencé, la voix fluide et confiante. C'est simple. Je demande la distribution intégrale de la succession. Le juge a cligné des yeux une fois. La distribution intégrale? Oui, a dit ma sœur comme si c'était la chose la plus raisonnable au monde. Mon père le souhaitait. Je l'ai soutenu financièrement. J'ai tout géré. Et la partie adverse, elle a dirigé son menton vers moi, n'a apporté que des conflits. Son avocat s'est penché avec un petit soupir théâtral. Franchement, a-t-il ajouté, ma cliente a été plus que généreuse. La partie adverse se montre ingrate. Ingrate. Le voilà le mot conçu pour vous coller à la peau. Le regard du juge s'est déplacé vers moi, mesuré, pas méchant. Il avait déjà vu ce film, des frères et sœurs se disputant leur deuil sous un masque d'argent. Mademoiselle Carter, a-t-il demandé, acceptez-vous sa demande? Cette question est tombée comme un poids car si je disais oui, c'était fini. Et si je disais non, ma sœur me dépeindrait comme avide, amère, instable, tout ce qui conviendrait le mieux. Je n'ai pas regardé ma sœur. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai même pas expliqué. J'ai regardé le juge et j'ai gardé une voix calme, chaleureuse, posée, humaine. Non, monsieur le juge, ai-je dit. Et j'aimerais demander une chose avant que quiconque n'argumente davantage. Le juge a haussé un sourcil. J'ai soulevé le dossier que j'avais apporté mince, propre, pas une pile de mélodrames. S'il vous plaît, ai-je dit, demandez au greffier de lire la clause finale du testament de mon père pour l'insérer au procès-verbal. La salle est devenue un peu plus silencieuse. L'avocat de ma sœur a eu un petit rire court comme si je venais de demander une histoire pour s'endormir. Monsieur le juge, a-t-il dit, le testament parle de lui-même. Nous sommes ici parce que... Le juge a levé la main. Je déciderai de la raison pour laquelle nous sommes ici, a-t-il dit. Puis il s'est tourné vers le greffier. Lisez la clause finale. Le greffier a pris le document, est allé à la fin et a commencé à lire de cette voix neutre et officielle. Le sourire de ma sœur est resté figé, mais ses doigts se sont serrés sur son bloc-notes juridique. Le greffier a lu la première ligne, puis la seconde, et enfin elle est arrivée à une phrase une seule où sa voix a légèrement ralenti, comme si elle en comprenait le sens avant tout le monde. Elle l'a lu à haute voix et toute l'atmosphère de la pièce a changé. L'avocat de ma sœur a cessé de sourire. Le visage de ma sœur s'est figé, et le juge, qui n'avait montré aucune émotion jusque-là, a pâli un instant, comme si quelqu'un avait discrètement allumé les lumières. Le greffier a terminé cette phrase et, pendant une seconde, plus personne ne bougeait. Ni ma sœur, ni son avocat, ni même l'huissier. Seul le ronronnement de la climatisation continuait, comme si elle ne réalisait pas que toute l'affaire venait de marcher sur une mine. Le juge s'est raclé la gorge une fois, lentement, et a tendu la main. Greffier, a-t-il dit, donnez-moi le testament. Le greffier le lui a apporté. Le juge a relu la clause, les yeux se déplaçant de gauche à droite comme s'il vérifiait qu'il ne s'agissait pas d'une faute de frappe. Puis il a levé les yeux vers l'avocat de ma sœur. Maître, a-t-il dit d'un ton calme et tranchant. Avez-vous lu ceci avant de déposer votre requête?
L'avocat de ma sœur a cligné des yeux. Trop longtemps. Nous avons examiné le testament, monsieur le juge, a-t-il dit prudemment. Le juge n'a pas réagi avec colère. Il a réagi avec quelque chose de pire, de la précision. Alors expliquez-moi, a-t-il dit, pourquoi votre cliente est entrée dans ma salle d'audience en exigeant l'intégralité de l'héritage alors que la clause finale stipule que tout bénéficiaire qui fait exactement cela perd ses droits. Le sourire de ma sœur avait maintenant disparu, complètement. Elle s'est penchée vers son avocat, murmurant rapidement comme si elle pouvait se sortir par un murmure d'une phrase qui venait d'être lue officiellement. Son avocat a tenté de sauver la situation. Monsieur le juge, a-t-il commencé, nous ne contestons pas le testament. Nous demandons une clarification sur la distribution parce qu'il y avait. Le juge a levé un doigt. Vous demandez une clarification, a-t-il répété, en demandant une distribution que le testament interdit explicitement. Il a de nouveau baissé les yeux, puis a lu une courte partie à voix basse, juste assez pour que je sache qu'il voyait la même chose que moi. Une clause si spécifique qu'elle semblait personnelle. Elle nommait ma sœur et décrivait exactement son geste, exigeait plus que sa part par une action en justice. Le juge l'a regardé. Mademoiselle Walker, a-t-il dit, avez-vous compris qu'en déposant cette requête, vous mettiez votre propre héritage en péril? La bouche de ma sœur s'est ouverte. Puis elle a fait ce qu'elle fait toujours quand elle sent que la situation lui échappe. Elle a joué sur l'émotion. Je suis sa fille, a-t-elle dit, la voix tremblante sur commande. J'ai pris soin de lui. J'ai payé des choses. Elle s'est à peine manifestée, sauf quand elle avait besoin de quelque chose. Son avocat hochait la tête comme s'il s'agissait d'une plaidoirie finale sur Netflix. Le juge n'a pas mordu à l'hameçon. Nous sommes dans un tribunal des successions, a-t-il dit, pas dans une discussion de groupe familial. Puis il s'est tourné vers moi. Mademoiselle Carter, a-t-il demandé, votre position est telle que le testament doit être suivi exactement tel qu'il est écrit? Oui, monsieur le juge, ai-je dit. Calme, posé, sans fioriture. Je n'avais pas besoin de fioriture, la clause faisait tout le travail. Le juge a hoché la tête une fois, puis a regardé à nouveau l'avocat de ma sœur. Maître, a-t-il dit. Avez-vous une cause probable pour contester le testament? Influence indue, incapacité, fraude. L'avocat de ma sœur a hésité. Nous pensons qu'il y a des inquiétudes concernant. Non, a coupé le juge. Choisissez-en une avec des faits. L'avocat de ma sœur a dégluti. Monsieur le juge, a-t-il dit, ma cliente pense que son père a subi des pressions, qu'il ne comprenait pas tout à fait. Les yeux du juge se sont rétrécis. Et pourtant, a-t-il dit, votre cliente n'a pas été assez prudente pour déposer une demande limitée. Elle a tout exigé. Ce mot est resté suspendu. Tout. Le juge a posé le testament avec précaution et s'est penché en avant. Voici ce qui va se passer, a-t-il dit. Pour l'instant, je rejette la demande de distribution intégrale. J'ordonne également que cette requête soit modifiée ou retirée car, dans sa forme actuelle, elle semble déclencher la clause de non-contestation. L'avocat de ma sœur est intervenu, paniqué. Monsieur le juge, nous aimerions avoir l'opportunité de... Le juge a de nouveau levé la main. Vous aurez une opportunité, a-t-il dit. Mais vous n'aurez pas l'opportunité de prétendre que vous n'avez pas lu ce que vous avez déposé. Puis il s'est tourné vers le greffier. Marquez la clause finale comme pièce à conviction, a-t-il dit, et marquez la demande de réparation de la requête comme pièce B, tampon. Tampon. J'ai vu ma sœur tressaillir au son, comme si cela lui faisait physiquement mal, parce que les tampons sont permanents d'une manière que son charme ne l'est pas. L'avocat de ma sœur a tenté une dernière fois de remodeler l'histoire. Nous sommes prêts à discuter d'un accord, a-t-il dit rapidement. Ma cliente veut simplement ce qui est juste. Le juge l'a interrompu, la voix plus froide cette fois. Je ne suis pas ici pour négocier les sentiments de votre cliente, a-t-il dit, je suis ici pour faire appliquer un document juridique. Puis, comme s'il se souvenait de quelque chose, le juge m'a de nouveau regardé. Mademoiselle Carter, a-t-il demandé, comment saviez-vous qu'il fallait demander la clause finale? Je n'ai pas souri. J'ai répondu honnêtement. Parce que mon père m'avait dit qu'elle essaierait de faire cela, ai-je dit. Ma sœur a tourné brusquement la tête vers moi. Qu'est-ce que tu viens de dire, a-t-elle sifflé, oubliant où elle se trouvait.
Les yeux du juge ont lancé un éclair. Mademoiselle Walker, a-t-il dit fermement. Vous ne vous adresserez pas à l'autre partie dans ma salle d'audience. Ma sœur a fermé la bouche, le visage brûlant d'humiliation. Puis le juge a posé une question qui a encore changé la configuration de la pièce. Où est conservé le testament original, a-t-il demandé. L'avocat de ma sœur a ouvert la bouche, mais le juge m'a regardé droit dans les yeux. J'ai répondu, chez l'avocat rédacteur, dans un dossier sécurisé. Le juge a hoché la tête lentement. Puis il s'est tourné vers ma sœur. Mademoiselle Walker, a-t-il dit, avez-vous un document qui contredit ce testament? Un codicile? Un testament ultérieur? Ma sœur s'est figée. Pendant une fraction de seconde, je l'ai vue dans ses yeux. Elle décidait si elle allait mentir. Puis elle a dit, non. Le juge a soutenu son regard comme s'il ne la croyait pas, puis a regardé à nouveau son avocat. Maître, a-t-il dit, si vous déposez une contestation de testament après cette audience sans cause probable, et que cela déclenche la clause de déchéance, votre cliente pourrait perdre tout ce qu'elle recevrait autrement. Comprenez-vous cela? Le visage de l'avocat s'est crispé. Oui, monsieur le juge. Et vous, a dit le juge en se tournant vers ma sœur. Comprenez-vous cela? Le menton de ma sœur s'est levé. L'orgueil avant la survie. Oui, a-t-elle dit, mais sa voix était plus mince à présent. Le juge a expiré une fois. Bien, a-t-il dit, parce que je vais également aborder le ton de ce dépôt. Il a soulevé la requête et a tapoté le paragraphe où ma sœur m'avait décrite comme ingrate et inapte. Je ne me soucie pas des insultes, a-t-il dit, mais je me soucie de la mauvaise foi. L'avocat de ma sœur a commencé à parler. Le juge l'a arrêté d'un regard. Puis il a de nouveau jeté un coup d'œil au testament et sa voix a baissé. Une dernière chose, a-t-il dit. Cette clause mentionne également les frais d'avocat. L'avocat de ma sœur s'est immobilisé. Parce que c'était la partie à laquelle les gens comme ma sœur ne font pas attention. Ils pensent que le tribunal est gratuit quand c'est vous qui exigez. Le juge m'a regardé. Mademoiselle Carter, a-t-il demandé, demandez-vous le paiement des frais en vertu de la clause finale du testament? Je suis resté calme. Oui, ai-je dit, pour la requête d'aujourd'hui. La tête de ma sœur s'est relevée d'un coup. Tu ne peux pas. Le juge a levé une main sans la regarder. Si, a-t-il dit. Elle le peut, et nous en déciderons. Puis il s'est calé dans son fauteuil et a prononcé la phrase qui a fait s'affaisser les épaules de l'avocat de ma sœur. Je fixe une audience de continuation, a-t-il dit. Et d'ici là, je veux une reddition de compte complète des actifs de la succession et de toute action entreprise par l'une ou l'autre partie. Comptabilité. Ce mot signifie reçu, registre, piste d'audit. La bouche de ma sœur s'est serrée parce que les pistes d'audit sont l'endroit où elle est toujours négligente. Le juge l'a regardé droit dans les yeux. Mademoiselle Walker, a-t-il dit, avez-vous accédé à des comptes de la succession, déplacé des fonds, changé des bénéficiaires, changé des serrures, contacté une institution financière où vous êtes-vous présenté comme ayant autorité sur la succession de votre père? Ma sœur a hésité juste un instant de trop, et cet instant a suffi au juge pour le remarquer. Son avocat s'est penché vers elle et lui a murmuré quelque chose d'urgent. Ma sœur a dégluti. Puis elle a dit prudemment, non. Le juge a soutenu son regard un instant, puis s'est tourné vers moi. Mademoiselle Carter, a-t-il demandé, avez-vous des preuves du contraire? Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas fait de commentaires. J'ai simplement fait glisser une page vers l'avant à une preuve, visible, ennuyeuse, mortelle. Une impression d'alerte bancaire, pas une tirade, pas une capture d'écran avec des émojis, une simple notification avec un horodatage. Les yeux du juge se sont posés dessus. Son visage n'a pas beaucoup changé, mais son stylo a cessé de bouger. Et l'avocat de ma sœur, qui souriait une heure plus tôt, est devenu très, très silencieux. Le juge a baissé les yeux sur la page que j'avais fait glisser. Pas longtemps, juste assez pour que ses yeux se fixent sur l'horodatage. Mademoiselle Carter, a-t-il dit. Qu'est-ce que c'est? C'est une alerte bancaire, ai-je répondu. Déclenchée hier soir après le décès de mon père. L'avocat de ma sœur a laissé échapper un petit rire méprisant, comme s'il s'apprêtait à chasser une mouche. Monsieur le juge, les notifications ne sont pas des preuves de mes faits.
Les gens reçoivent des alertes pour. Le juge ne l'a même pas regardé. Il a continué sa lecture. Puis il a levé les yeux vers ma sœur. Mademoiselle Walker, a-t-il demandé, d'un ton calme et chirurgical. Avez-vous accédé ou tenté d'accéder au compte de votre père après son décès? Ma sœur n'a pas répondu tout de suite. Juste un instant. Trop long. Puis elle a dit, non. Le juge a soutenu son regard un instant, puis s'est tourné vers le papier. Cette alerte indique qu'un nouveau bénéficiaire a été ajouté, a-t-il dit. Et elle mentionne un nom de compte. Il s'est interrompu. Et le nom est Ava, personnel. C'est tombé comme une gifle. Le sourire de l'avocat de ma sœur s'est éteint instantanément. La bouche de ma sœur s'est serrée et je l'ai vu faire le calcul mental en temps réel. Nier ou justifier? Elle a choisi de justifier. J'ai payé pour ses soins, a-t-elle dit rapidement. Pendant des années. Je me remboursais. Le juge n'a pas élevé la voix. Il s'est juste légèrement reculé et a dit, ce n'est pas ainsi que fonctionne un remboursement. L'avocat de ma sœur est intervenu, essayant de reprendre le contrôle. Monsieur le juge, ma cliente est une créancière de la succession. Si elle a payé des dépenses, elle peut avoir droit à. Alors elle dépose une réclamation de créancier, a coupé le juge. Elle ne se paie pas elle-même via des services bancaires en ligne en cachette. Le visage de ma sœur a rougi. Je n'étais pas en cachette, a-t-elle lancé. Je gérais tout parce qu'elle n'a jamais. Les yeux du juge ont lancé un éclair. Mademoiselle Walker, a-t-il dit fermement. Vous répondrez aux questions. Vous n'êtes pas ici pour mendier de la sympathie. Ma sœur a fermé la bouche. Le juge s'est tourné vers l'avocat de ma sœur. Maître, a-t-il dit, saviez-vous que votre cliente avait tenté de s'ajouter comme bénéficiaire et d'initier des transferts après le décès de son père? La mâchoire de l'avocat s'est crispée. Non, monsieur le juge. Ce seul mot, non, a changé la dynamique à leur table car ce n'était plus une équipe, c'était, mon Dieu, qu'as-tu fait? Le juge m'a regardé de nouveau. Mademoiselle Carter, a-t-il demandé, avez-vous autre chose que l'alerte? Oui, ai-je dit. J'ai demandé à la banque d'imprimer le journal d'activité. J'ai fait glisser une deuxième page. Une preuve, visible, ennuyeuse, mortelle. En tête de la banque, horodatage, ligne d'action, bénéficiaire ajouté. Tentative de transfert Ava Walker. 48 000 $ en attente de révision. Heure, 2h14 du matin. L'avocat de ma sœur s'est immobilisé. Le visage du juge n'exprimait pas le choc, mais quelque chose de proche du dégoût. Il a regardé ma sœur. 2h14 du matin, a-t-il répété. La nuit où votre père est mort. Le menton de ma sœur s'est levé avec une pure arrogance. Et alors, a-t-elle dit. J'étais réveillée. J'étais en deuil. J'essayais d'empêcher que des choses ne soient volées. Le juge a cligné des yeux une fois, puis il a dit, en volant la première. Quelques personnes dans la salle ont émis ce petit son qui n'est pas un halètement, ni un rire, juste un « waouh ». Ma sœur a tourné brusquement la tête vers eux, furieuse. Le juge ne s'en souciait pas. Il a regardé le greffier. Marquez-les comme pièce à conviction, a-t-il dit, et je veux que le service des fraudes de la banque soit contacté. L'avocat de ma sœur s'est levé rapidement. Monsieur le juge, nous nous opposons à. Asseyez-vous, a dit le juge d'un ton plat. Vous ne vous sortirez pas des horodatages par des objections. L'avocat de ma sœur s'est assis. Ma sœur lui a lancé un regard noir comme si c'était sa faute si les registres internet existaient. Le juge a reporté son attention sur le testament. Greffier, a-t-il dit, lisez à nouveau la clause finale, spécifiquement la partie sur les requêtes de mauvaise foi et les frais. Le greffier est revenu en arrière et a lu de cette voix régulière, tout bénéficiaire qui présente une réclamation de mauvaise foi ou tente d'obtenir plus que sa part désignée par une action en justice perdra ses droits et sera responsable des coûts raisonnables de la succession et des frais d'avocats engagés pour la défense d'une telle réclamation. Les lèvres de ma sœur se sont entr'ouvertes. Son avocat s'est penché et a murmuré quelque chose d'urgent. Je ne pouvais pas entendre, mais je voyais maintenant la panique dans ses yeux. Le juge a regardé ma sœur comme s'il s'agissait d'un problème de mathématiques qui avait déjà une réponse. Mademoiselle Walker, a-t-il dit, vous avez exigé l'intégralité de l'héritage aujourd'hui.
vous venez d'admettre que vous avez tenté un transfert pendant la nuit et vous vous êtes présenté comme ayant le droit d'agir. Il fit une pause. Ce n'est pas un malentendu. C'est un comportement systématique. Puis il m'a regardé. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. Une voix chaleureuse et accessible, constante. Oui, monsieur le juge. Je veux que les instructions de mon père soient suivies. Ma sœur a fini par craquer. C'est insensé, a-t-elle lancé. Vous me punissez parce que je suis responsable. C'est moi qui ai réussi. C'est moi qui ai construit quelque chose. Elle n'est que. La voix du juge l'a coupée comme une lame. Je vous punis pour abus de procédure, a-t-il dit. Le succès ne vous donne pas de droits spéciaux devant le tribunal des successions. Il s'est de nouveau tourné vers le greffier. Je rends une ordonnance temporaire, a-t-il dit. Aucune partie ne doit accéder, transférer ou modifier des comptes en attendant la résolution de cette affaire. Les banques seront notifiées. Toute tentative d'accès sera traitée comme une preuve de mauvaise foi. Les épaules de l'avocat de ma sœur se sont affaissées comme s'il venait de voir sa journée imploser. Puis le juge a dit la chose qui m'a fait chaud au cœur d'une bonne manière. Il a ajouté, je fixe une audience ciblée sur un seul point, l'application ou non de la clause de déchéance. Le visage de ma sœur est devenu livide parce qu'elle savait ce que cela signifiait. Si cette clause s'appliquait, son grand moment au tribunal ne s'était pas contenté d'échouer, il lui coûtait tout. Le juge la regarda directement. Madame Walker, dit-il, vous vouliez que cela soit traité rapidement. Félicitations. Puis il jeta un coup d'œil au greffier. Apportez-moi les coordonnées de l'avocat rédacteur, dit-il. Je les veux ici. La tête de l'avocat de ma sœur se redressa brusquement. Votre honneur. Le juge ne le regarda même pas. Je veux la personne qui a rédigé ce testament, dit-il, parce que je veux du contexte, et je le veux aujourd'hui. Le greffier acquiesça et sortit. Ma sœur chuchota quelque chose de furieux à son avocat. Il ne répondit pas. Il fixait simplement les pièces à conviction comme si elles allaient exploser. Et c'est alors que la porte de la salle d'audience s'ouvrit à nouveau. Une femme entra, vêtue d'un tailleur et portant un badge accroché à sa ceinture la conformité bancaire, à en juger par son apparence, tenant un dossier comme s'il s'agissait d'une arme. L'huissier la guida vers l'avant, et le juge leva les yeux. « Êtes-vous de la banque » demanda-t-il. Elle hocha la tête une fois. « Oui, votre honneur » dit-elle. « Et j'ai apporté le journal d'accès complet. » Le visage de ma sœur se vida de son sang si vite que c'en était presque irréel, car dans les 60 secondes suivantes, il n'allait plus s'agir de ce qu'elle prétendait. Il allait s'agir de ce qu'elle avait fait. La femme de la banque s'avança comme si elle avait déjà fait cela auparavant. Pas de drame, pas de nervosité, juste du professionnalisme. Dossier en main, les yeux sur le juge, une posture qui disait « J'ai apporté les preuves et je ne suis pas ici pour ménager les sentiments de qui que ce soit. » « Oui, votre honneur, dit-elle. Je travaille pour la conformité et la prévention des fraudes. » Le juge acquiesça une fois. « Déclinez votre nom pour le procès-verbal. » Elle s'exécuta. Puis elle posa le dossier sur le pupitre et l'ouvrit à la première page. « Ceci, dit-elle, est le journal d'accès au compte de M. Carter pour les dernières 72 heures. Il comprend les événements de connexion, les identifiants d'appareils, les adresses IP, les ajouts de bénéficiaires et les tentatives de transfert. » Ma sœur se redressa, comme si elle pouvait surpasser un tableur par sa simple prestance. Son avocat se pencha et lui chuchota quelque chose qui ressemblait à « S'il vous plaît, cessez d'exister. » Le juge se tourna vers la représentante de la banque. « Lisez les entrées pertinentes. » La représentante de la banque ne fit aucun commentaire. Elle ne dit pas « curieusement » ou « malheureusement ». Elle lut cela comme on lit des données météorologiques. À 2h06 du matin, une réinitialisation de mots de passe a été initiée, dit-elle. À 2h10, le compte a été accédé avec succès. À 2h14, un nouveau bénéficiaire externe a été ajouté, Ava Walker. La mâchoire de ma sœur se crispa. À 2h15, une tentative de transfert de 48 000 $ a été initiée, poursuivit la représentante. Le système de risque de la banque l'a signalé et l'a suspendu en attendant un examen. Les yeux du juge ne quittèrent pas ma sœur. « Et l'appareil » demanda-t-il.
La représentante tourna une page. Appareil de connexion, iPhone. Identifiant d'appareil se terminant par 91C. Le même appareil utilisé pour une connexion antérieure étiquetée Ava Walker dans notre système. L'expression du juge se durcit. Donc, le même appareil lié à Madame Walker, dit-il, a accédé au compte et a tenté un transfert. Oui, dit la représentante. L'avocat de ma sœur se leva brusquement. Votre honneur, nous nous opposons aux interprétations. Le juge lui coupa la parole sans le regarder. Je n'ai rien interprété du tout, dit-il. Elle l'a fait. L'avocat se rassit, les lèvres serrées. Le juge se pencha légèrement en avant. Madame, demanda-t-il à la représentante de la banque, l'authentification à 2 facteurs a-t-elle été utilisée? Oui, répondit-elle. Un code de vérification a été envoyé. À quel numéro? Demanda le juge. La représentante baissa les yeux. Au numéro de téléphone se terminant par 4421. Le numéro de téléphone de ma sœur. La salle d'audience ne s'est pas exclamée, elle s'est simplement refroidie. Même l'aura de réussite de ma sœur ne pouvait survivre à un numéro de téléphone. Le juge se tourna vers ma sœur. Madame Walker, dit-il, d'un ton calme et chirurgical, est-ce votre numéro de téléphone se terminant par 4421? Ma sœur hésita un instant de trop, puis dit, oui. Et vous me dites que vous n'avez pas accédé au compte, insista le juge. Ma sœur changea instantanément de tactique. J'avais la permission, lança-t-elle. Je gérais les finances de papa. Je les ai toujours gérées. Le juge ne discuta pas. Il posa la seule question qui importe dans une salle d'audience, prouvez-le-moi. L'avocat de ma sœur se leva de nouveau, plus prudent cette fois. Votre honneur, elle avait une procuration. Le juge plissa les yeux. Avait, répéta-t-il. Quand a-t-elle été signée? Et autorise-t-elle l'autopaiement après le décès? Silence. Car la vérité est que, même si une procuration existait, elle ne fonctionne pas comme ma sœur le pensait, et tout le monde dans la salle le savait. Ma sœur essaya de forcer le passage avec assurance. Je me remboursais, dit-elle. Il me devait de l'argent. La voix du juge resta monocorde. Dans ce cas, vous déposez une réclamation de créancier, dit-il. Vous ne vous servez pas vous-même à 2h15 du matin. Un trait d'humour noir me traversa l'esprit parce que la version de la responsabilité de ma sœur consiste toujours à prendre l'argent d'abord et à s'expliquer plus tard, mais je gardais un visage neutre. Le juge se tourna à nouveau vers la représentante de la banque. Une dernière chose, dit-il. Y a-t-il eu une tentative de changement des coordonnées courriel, adresse postale? La représentante tourna une autre page. À 2h18 du matin, l'UL, il y a eu une tentative de changement de l'adresse postale pour une adresse associée à Ava Walker. Cette tentative a été bloquée par notre système de fraude en raison du signalement de décès qui avait été placé plus tôt. La tête de ma sœur se redressa. Signalement de décès? Le juge répéta, le regard s'aiguisant, quel signalement de décès? La représentante de la banque leva les yeux. À 1h49 du matin, la banque a reçu une notification de client décédé en ligne soumise par Monsieur Carter. Elle n'a pas été vérifiée. Elle a déclenché un blocage temporaire. Le juge devint très immobile. Puis il se tourna à nouveau vers ma sœur. Madame Walker, dit-il, la voix plus basse maintenant, avez-vous soumis une notification de décès à la banque la nuit où votre père est mort pour ensuite tenter des transferts après coup? L'avocat de ma sœur chuchota, Ava, ne fais pas ça. Ma sœur, parce qu'elle ne peut pas s'en empêcher, leva le menton. Je protégeais la succession, dit-elle. Le juge la regarda comme s'il essayait de comprendre comment quelqu'un pouvait dire quelque chose d'aussi assuré et d'aussi faux. Vous l'avez protégée, répéta-t-il lentement, en excluant tous les autres et en essayant de vous transférer l'argent. Ma sœur s'écria, parce qu'elle allait tout vider. Les yeux du juge lancèrent un éclair. Cela suffit, dit-il. Ce n'est pas un débat. Il se tourna vers le greffier. Marquez le journal d'accès bancaire comme pièce C, dit-il, et marquez le registre de notification de décès comme pièce D. Tampon. Tampon. Ma sœur tressaillit à nouveau au son, comme si c'était le système qui la touchait physiquement.
Puis le juge fit quelque chose qui fit blêmir son avocat. La bouche de l'avocat de ma sœur s'ouvrit et aucun son ne sortit pendant une seconde, puis doucement, « Votre honneur, nous aimerions retirer la demande de distribution intégrale. » Ma sœur tourna brusquement la tête vers lui. « Quoi » siffla-t-elle, assez fort pour que la moitié de la salle l'entende. Il ne la regarda pas. Il regarda le juge. « Nous aimerions modifier la demande, dit-il rapidement. Nous aimerions. » Le juge leva la main. « Il est trop tard pour revenir en arrière, dit-il. La demande est déjà au dossier. » Puis il jeta un nouveau coup d'œil au testament. Et le testament est explicite sur ce qui arrive lorsqu'un bénéficiaire agit de la sorte. Le visage de ma sœur se durcit, prenant cette expression qu'elle a lorsqu'elle réalise que son charme ne fonctionne pas. « Alors, vous allez juste me le retirer » lança-t-elle au juge. La voix du juge devint plus froide. « Je vais suivre le document que votre père a signé, » dit-il. « Vous devriez essayer de faire de même un jour. » Quelques personnes dans l'assistance firent ce petit bruit involontaire de surprise. Ma sœur eut l'air de vouloir se retourner et les mordre. Au lieu de cela, elle se tourna vers moi. « C'est ce que tu voulais, » dit-elle, les yeux flamboyants. « Me punir d'avoir réussi. » Je n'haussai pas le ton. Chaleureuse et accessible, stable. Non, je voulais que le testament de papa soit respecté. Le juge se pencha en avant. « Voici ce que j'ordonne, » dit-il, et son ton devint purement procédural. J'ai l'immédiat des comptes liés à la succession en attendant une nouvelle ordonnance. Aucune partie ne peut accéder, transférer ou modifier les comptes financiers. Madame Walker fournira son téléphone pour conservation s'il est réclamé par la banque ou le tribunal. Les deux parties produiront tous les documents relatifs au prétendu remboursement, prêt ou paiement dans les 48 heures. Puis il s'interrompit et regarda le greffier. « Et je veux l'avocat rédacteur au téléphone, » dit-il. « Maintenant. » La tête de l'avocat de ma sœur se redressa. « Votre honneur, non. » Le juge dit, « Je veux du contexte. Je veux savoir pourquoi cette clause a été rédigée de cette façon. » Le greffier sortit, passa un appel et revint une minute plus tard avec un haut-parleur placé sur le bureau. Une voix calme s'éleva. « Ici maître Marlène Shaw, » dit la voix. « J'ai rédigé le testament de Richard Carter. » Le juge se pencha. « Maître Shaw, » dit-il, « la clause finale est-elle une clause de déchéance en cas de contestation ? » Oui, répondit-elle. Et elle a été rédigée intentionnellement. Ma sœur eut un ricanement sonore. Quoi ? Bien sûr qu'elle l'a été. Le juge l'ignora. Pourquoi a-t-elle été rédigée intentionnellement ? Demanda-t-il. Il y eut une brève pause sur la ligne, comme si l'avocate choisissait ses mots avec soin. Parce que M. Carter a spécifiquement demandé une protection, dit-elle. Il craignait qu'un bénéficiaire ne tente de faire pression sur l'autre par une action en justice. Le visage de ma sœur changea. Ce n'était pas de l'indignation, c'était de la peur. Le juge plissa les yeux. Et a-t-il nommé ce bénéficiaire ? La voix de l'avocate resta calme. Oui, dit-elle. Il l'a fait. L'avocat de ma sœur posa sa main sur son front comme s'il était soudainement très fatigué. Le juge baissa à nouveau les yeux vers la clause. Le greffier regarda la page, hésita une fraction de seconde, et ma sœur se pencha soudainement en avant, la voix aiguë, paniquée. « Attendez. » Le juge ne leva pas les yeux. « Lisez. » Le greffier regarda le testament, puis commença à lire la phrase suivante de la même voix ferme et officielle. Et dans le cas où Ava Walker présenterait une réclamation visant à obtenir plus que sa part désignée ou tenterait d'utiliser une action en justice pour faire pression sur Emma Carter ou l'intimider, la part d'Ava Walker sera distribuée à la place à Emma Carter. On pouvait sentir l'air quitter la pièce. Ma sœur ne sia pas. Son avocat ne bougea pas. Même la représentante de la banque leva les yeux de son dossier avec un air de dire « Oh, waouh !» Le visage du juge devint pâle pendant une fraction de seconde, non pas par surprise exactement, mais par le poids de la clarté avec laquelle cela avait été écrit. Puis son expression se durcit en quelque chose de définitif. Il regarda ma sœur. « Madame Walker, » dit-il, d'une voix calme et tranchante, « vous êtes entrée dans ce tribunal et vous avez fait la seule chose contre laquelle votre père vous avait spécifiquement mise en garde. » La bouche de ma sœur s'ouvrit. Rien ne sortit. Puis enfin,
Elle retrouva sa voix ténue, furieuse. C'est insensé, siffla-t-elle. Il n'aurait pas fait ça. Il ne l'aurait pas fait. La voix de l'avocate rédactrice sortit du haut-parleur, calme et factuelle. Il l'a fait, dit Maître Champ, et il a insisté pour que cette phrase soit explicite. Ma sœur tourna brusquement la tête vers le bureau du juge, vers le haut-parleur, comme si elle voulait se disputer avec la voix elle-même. Vous mentez, cracha-t-elle. Vous la couvrez. Le juge leva une main, sans même la regarder. Arrêtez, dit-il. Je ne veux pas entendre de théorie du complot. Il se tourna vers l'avocate au téléphone. Maître Champ, Monsieur Carter était-il sain d'esprit lorsqu'il a signé ce testament? Oui, répondit-elle. Nous avons effectué les vérifications habituelles de capacité et il était lucide et cohérent. Il a expliqué son raisonnement clairement. Le juge acquiesça une fois. Puis il regarda l'avocat de ma sœur. Maître, dit-il, avez-vous un motif raisonnable pour contester la capacité? L'avocat déglutit. Non, votre honneur. Le regard du juge resta fixé sur lui. Avez-vous un motif raisonnable pour influence indue? Une autre déglutition. Non, votre honneur. Alors le juge dit, nous avons terminé. Ma sœur finit par craquer, la voix montant, oubliant qu'elle était dans une salle d'audience. Donc elle a tout parce que j'ai déposé une requête, cria-t-elle. La voix du juge ne monta pas d'un ton. Oui, dit-il. Parce que votre père l'a écrit ainsi. Puis il ajouta la phrase qui fit basculer toute l'affaire de l'argumentation à la conséquence. Et parce que vous avez confirmé votre mauvaise foi par vos propres actions. Il fit un signe de tête à la représentante de la banque. Le journal d'accès, la notification de décès, la tentative de transfert, la tentative de changement d'adresse, ce ne sont pas des faits neutres. Ils confirment l'intention. L'avocat de ma sœur avait l'air de vouloir disparaître. Ma sœur avait l'air d'essayer de remonter le temps par la force de sa rage. Le juge se pencha légèrement en avant, la voix nette et procédurale. Voici ma décision, dit-il. La requête de Madame Walker pour une distribution intégrale est rejetée et versée au dossier comme preuve d'une réclamation visant plus que sa part. La clause de déchéance s'applique telle qu'elle est écrite. La part de Madame Walker est confisquée et sera distribuée à Madame Carter conformément au testament. Il est ordonné à Madame Walker de cesser toute tentative d'accès au compte et de conserver tous les appareils et communications. Les frais d'avocat et les dépenses sont accordés à Madame Carter en vertu de la clause finale, sous réserve de présentation. Ma sœur se leva brusquement comme si elle allait contester la décision pour la faire changer. Vous ne pouvez pas, commença-t-elle. Le juge lui coupa la parole sèchement. C'est fini, dit-il. Asseyez-vous. Elle s'assit, mais ce n'était pas une assise, c'était un effondrement. Mes mains tremblaient sous la table. Pas par victoire, mais plutôt par le choc émotionnel de réaliser que papa m'avait protégé si farouchement. Le juge se tourna vers moi. Madame Carter, dit-il, la voix légèrement plus douce. Je veux être clair. Ceci n'est pas une vengeance. C'est l'application des instructions de votre père. J'acquiesçai. Oui, votre honneur. Alors l'avocat de ma sœur fit quelque chose que je n'attendais pas. Il se leva, se racla la gorge et dit doucement, votre honneur, je me retire de l'affaire. La tête de ma sœur tourna vers lui comme s'il l'avait giflé. Quoi, chuchota-t-elle. Il ne la regarda pas. Il regarda le juge et dit, je ne peux pas continuer déontologiquement. Le juge hocha la tête une fois, comme s'il s'y attendait. Accordé, dit-il. Déposez la motion. Et Madame Walker, vous n'utiliserez plus ce tribunal pour harceler votre sœur. Il jeta un coup d'œil à la représentante de la banque. Madame, coordonnez avec le conseil pour maintenir le gel jusqu'à ce que l'ordonnance du tribunal soit traitée. Oui, votre honneur, répondit la représentante. Puis le juge regarda le greffier. Préparez l'ordonnance écrite, dit-il. Aujourd'hui. Il regarda ma sœur une dernière fois. Madame Walker, dit-il, calme et froid, si vous tentez à nouveau de déplacer des actifs, les conséquences ne seront pas civiles. Les yeux de ma sœur étaient brillants maintenant, mais pas de tristesse de choc. Parce que pour la première fois, elle venait d'apprendre quelque chose que les gens comme elle ne pensent jamais apprendre, le tribunal se fiche de votre réussite.
Le tribunal se soucie de ce que vous pouvez prouver et de ce que vous avez tenté de faire. La séance est levée, dit le juge. Le marteau tomba, et ce son ne ressembla pas à une victoire. Cela ressembla à une porte qui se ferme. À l'extérieur de la salle d'audience, ma sœur essaya de s'approcher, la voix basse et tremblante de colère. « Tu m'as piégé » siffla-t-elle. « Toi et lui. » Je n'haussai pas le ton. Je ne jubilais pas. Je ne t'ai pas piégé. Tu es entré là-dedans et tu as tout exigé. Elle tressaillit comme si la vérité brûlait plus que la décision. Un trait d'humour noir s'échappa avant que je ne puisse l'arrêter de petit, discret, pas cruel. Tu as littéralement demandé au juge de me donner ma vie, dis-je, dans un tribunal, sur papier. Le visage de ma sœur se tordit. Puis elle fit ce qu'elle fait toujours lorsqu'elle est à court d'options, elle se tourna et s'éloigna rapidement, comme si en bougeant assez vite, elle pouvait échapper au dossier. Mais on ne peut pas échapper aux pièces à conviction. On ne peut pas échapper à l'heure précise des enregistrements. On ne peut pas échapper à une clause que son père a écrite spécifiquement pour vous. Cet après-midi-là, mon avocat a déposé la demande de remboursement des frais. La banque a envoyé une confirmation écrite, les restrictions de transfert sont maintenues. Et je suis rentré chez moi et j'ai fait la chose la plus banale et la plus satisfaisante au monde. J'ai verrouillé ma porte. Pas parce que j'avais peur, mais parce que le chaos avait enfin une frontière. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais que ça s'arrête.